Bien, bonjour, on va se retrouver pour cette correction du TP sur les images. Vous pouvez bien sûr retrouver le sujet de TP sur le cahier de prépa du lycée de Lavoisier. Donc on va commencer avec un exercice, écrire une fonction moyenne qui a une liste L non vide renvoie la moyenne des éléments de cette liste-là. Donc pour créer une fonction, on met le mot-clé def, le nom de la fonction, ici moyenne, les paramètres ici L, deux points. On n'oublie pas de mettre une petite documentation de cette fonction L, renvoie, retourne la moyenne des éléments de la liste L qui est non vide et qui est non vide. Bien, alors comment on peut calculer une telle moyenne? Eh bien, tout simplement en calculant la somme des éléments qu'il y a dans L, et après on divisera par le nombre d'éléments. Donc, pour sommer tous les éléments de la liste L, on va partir d'une variable égale S égale à 0. Donc S, ça va être la somme des éléments de la liste L. On va parcourir tous les éléments de la liste L. Donc les éléments de la liste L, sont des éléments qui sont en forme L de I. Et donc il va falloir dire d'où part I, quel est le point d'arrivée de I, quel est le point de départ de I, quel est le point d'arrivée de I. Donc pour ça va être une boucle for I in range. Et là, il faut réfléchir. Le premier élément de la liste L, on y accède par L de 0. Et le dernier, on y accède par le dernier grand L, crochet len de L moins 1. C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste. Len de L, c'est la longueur de la liste, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste L. Donc ici, il faut mettre un len de L. Pourquoi il faut mettre un len de L? Parce que du coup, si on fait une boucle for I in range len de L, le dernier I possible sera len de L moins 1. Et c'est bien ça le dernier indice de la liste L. Et donc à ce S là, eh bien je lui rajoute L crochet. Donc ça, c'est-à-dire L de I, c'est le ième élément de la liste L. Attention, rappelez-vous, les listes en Python, comme le premier élément, on accède par L de 0, et dans une boucle for I in range, le premier élément, justement, la première valeur que prendra I, c'est 0, donc ça fonctionne bien. Et donc à la fin de cette boucle for, eh bien S vaut maintenant la somme de tous les éléments qu'il y a dans L. Et donc si je veux la moyenne, eh bien c'est directement S divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans la liste L, c'est-à-dire len de L. Et c'est ce truc-là que je peux renvoyer, return M. Et donc là j'ai créé ma fonction. Alors je peux la tester sur quelques exemples. Si je fais print moyenne, si je fais la liste où il y a 0, 10 et 20, donc je mets une liste suffisamment simple pour qu'on puisse directement calculer la moyenne, et bien ça va me donner 10 évidemment. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais... Il faut toujours essayer aussi des cas un peu particuliers. Qu'est-ce qui se passe si je prends une liste à un seul élément? On sait bien que la moyenne quand il y a un seul élément, ça doit donner juste l'élément, on peut tester, moyenne 2. Et qu'est-ce qui se passe si on fait une moyenne vide? Eh bien, donc la liste vide, c'est la liste où j'ouvre un crochet, je referme un crochet, je mets rien dedans, ça c'est la liste vide. Et bien là, il y a une erreur. Pourquoi y a-t-il une erreur? Parce que quand la liste est vide, eh bien, quand je vais diviser par la longueur de L, ça me fait une division par 0. Et d'ailleurs, l'erreur qu'on vous dit là, et d'ailleurs c'est bien division by 0, et c'est une erreur. Donc en fait, ici, notre fonction, elle peut retourner la moyenne des éléments de la liste que si L est non vide, parce que si la liste L est vide, ça fait une division par 0. Donc ça c'est un peu problématique si jamais l'utilisateur rentre une liste vide, s'il ne sait pas que la fonction ne marche pas pour une liste vide. Bon, ici comme c'est la moyenne, c'est assez évident, mais c'est un problème plus compliqué, on pourrait l'oublier. Eh bien on va rajouter une instruction qui va obliger mon programme à vérifier que la liste est non vide avant de faire tout le reste. Donc pour ça c'est le mot-clé assert. On va exiger que L soit non vide. Comme on peut exiger que L soit une liste non vide, et bien on peut mettre que son nombre d'éléments est strictement positif. Et donc ça modifie un petit peu la fonction. Maintenant, si la liste L est vide, et bien il n'ira pas plus loin. Il verra que ici, quand je mettrai la liste vide, il mettra que sa longueur, c'est-à-dire son nombre d'éléments vaut 0. Et donc ça provoquera une erreur à ce moment-là. Et donc il interrompra tout de suite en nous précisant que l'erreur provient du fait qu'on a une liste de longueur nulle ici. On va essayer, donc normalement ça ne doit pas changer grand chose quand la liste est non vide.
Mais par contre, si je reteste avec la liste vide, ici, voilà, ça me fait que l'erreur, c'est non plus une division par 0, parce qu'il n'est pas allé jusqu'à la division par 0, mais il est à l'assertion erreur, et il me montre la ligne 3, assert len de L strictement positif. Donc quelqu'un qui n'a pas le code de la fonction moyenne sous les yeux, eh bien, il voit que l'erreur qu'il a causée, elle est due à ça. Donc ça, non seulement ça prévient une erreur, mais en plus, ça peut permettre aux personnes d'utiliser, de voir où est l'erreur. Je vous rappelle aussi que quand on a créé des fonctions et qu'un utilisateur va les utiliser, la documentation que l'on met là, elle peut être utile pour justement que la personne retrouve l'information que vous avez mise ici, sans avoir à aller chercher le code de la fonction, parce que si c'est dans un fichier avec plein de fonctions, ça peut être un petit peu embêtant. Donc pour ça, je vous rappelle, on peut faire help moyenne, donc avec le nom de la fonction qu'on a, et ça va nous redonner la documentation. Et donc là, on voit que ça doit retourner la moyenne des éléments de la liste L, quand la liste en plus elle est non vide. Donc ça reprécise en plus qu'on veut une liste L qui en plus soit non vide. Voilà, donc ça c'est la fin de ce petit exercice. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur un peu plus du TP, et donc on va parler des listes et des matrices. Donc on nous dit que pour représenter une matrice, on peut l'écrire comme une liste de listes, et c'est-à-dire une liste dont les éléments sont en même liste. Donc si par exemple je reprends l'exemple que l'on me donne, L égale la liste dont le premier élément est lui-même une liste 1, 2, 3, et le deuxième élément est 5, 8 et moins 1, et bien ça me définit une liste. Je peux faire print L pour voir ce que ça donne, donc ça redonne évidemment la liste L qui est entrée, et ça on peut l'avoir comme une matrice. On peut le voir comme une matrice où on va décider un peu arbitrairement en fait que ça sera la première ligne de la matrice, et ça sera la deuxième ligne de la matrice. Voilà, donc c'est ça une matrice en Python. On va la coder comme une liste de listes où chaque élément de la liste est lui-même une liste et ça représente une ligne. Donc par exemple, L de 0, eh bien ça va représenter la liste, la première liste. Attention, les listes en Python ça commence à 0, donc L de 0 en fait c'est la première liste. Donc je fais print, ça donne bien 1, 2, 3, ma première ligne. Et si je fais L de 1, eh bien ça doit me donner du coup la deuxième ligne, 5, 8, moins 1. Donc ça c'est comment accéder aux lignes d'une matrice, mais je peux aussi accéder à un coefficient de la matrice. Si je fais L de 1, crochet 1, eh bien ça va me prendre la liste L de 1 qui est 5, 8, moins 1, et ça va me donner son deuxième élément. Attention, encore une fois, crochet 1, comme les listes partent à 0, ça me donnera le deuxième élément qu'il y a ici, donc c'est-à-dire 8, normalement. Hop, on va vérifier, voilà, ça fait 8. On nous dit ensuite que le nombre de lignes est donné par len de L. Eh bien oui, parce que on a dit L c'est une liste de listes et chaque élément de la liste c'est une ligne. Donc combien cette liste là elle a de lignes? Eh bien autant que j'ai mis d'éléments dans la liste L. L c'est une liste à 2 éléments. Donc si je fais len de L, eh bien ça va me donner le nombre de lignes. On va me dire oui c'est bien le nombre de lignes, mais comment je veux le nombre de colonnes? Eh bien le nombre de colonnes c'est par exemple le nombre de coefficients qu'il y a dans une première ligne. Donc si je prends L de 0, c'est une ligne, et le nombre de colonnes, c'est son nombre d'éléments. Donc ici, si je veux le nombre de colonnes, ça sera print de len, non pas de la liste L, mais de la liste L de 0, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il y a dans la première ligne. On va dire pourquoi dans la première ligne et pas forcément dans la deuxième ligne. Bon, ça peut être aussi dans la deuxième ligne, ça aura le même nombre d'éléments si j'ai une matrice, c'est-à-dire ici 3. On va essayer, oui, ça m'indique bien 3, donc c'est-à-dire le nombre de colonnes. Donc évidemment, là, on vous rappelle que les listes en Python, elles commencent à 0, donc il faut faire gaffe à la numérotation. On commence à 0, alors qu'en mathématiques, quand on avait vu les matrices, on parlait toujours de 1. On parlait toujours à 1. On vous parle ensuite de la matrice nulle. Alors peut-être un mot sur la matrice nulle. Donc on vous dit si vous voulez une matrice à n lignes et p colonnes, on écrit grand Z égale. Donc c'est la liste des 0 for i in range p, fermez un crochet, for i in range n, fermez un crochet. Alors avant de comprendre tout ça, on pourrait d'abord juste se dire qu'est-ce qui se passe si je définis juste le crochet intérieur qu'il y a. Ça, si je fais 0 for j in range, et puis je vais mettre un entier, donc mettons 3. Que veut dire cette liste-là? Que veut dire cette commande-là? Et bien ça veut dire m égale la liste constituée des 0,
Et on met un 0 pour tous les j possibles dans j in range 3. Donc c'est-à-dire j va partir de 0, puis 1, puis 2. Donc il va mettre 3 0. Donc si j'exécute ça, print n. Et bien donc là, ça m'a bien fait une liste avec 3 0. Donc ça va pouvoir me donner, ça va me permettre de définir par exemple une ligne. Si je veux une ligne qui n'a que des 0, bien à la place du 3, je mettrai par exemple le nombre de 0 que je veux. Et donc ça va me donner seulement une ligne et pas une matrice. Mais si maintenant je veux une matrice qui contient que des 0, eh bien il va falloir que je répète ceci, il va falloir que je crée une liste dont les éléments sont eux-mêmes cette ligne-là, autant de fois que je veux 2 lignes. Donc si j'écris z égale la liste des 0 for j in range 3, donc ça me donne une liste de 0 à 3 colonnes, à 3 éléments, et maintenant j'ai plus qu'à dire combien de fois je veux ça. Donc si je veux par exemple 2 lignes, bah je fais for i in range 2. Et donc ça va me créer normalement une matrice, donc une liste de listes. Et voilà, on a bien une première ligne avec 3 0 et une deuxième ligne avec 3 0. Donc ça me permet de créer une matrice, la matrice nulle avec autant de lignes et de colonnes. Donc après, j'aurais plus qu'à remplacer 3 et 2 par le nombre de lignes et de colonnes que je veux. Bien, donc maintenant nous allons parler des images à proprement dit. Donc qu'est-ce que c'est qu'une image? Donc si on imagine une image en noir et blanc, eh bien, on peut imaginer comment cette image est représentée par des pixels. C'est-à-dire à chaque ligne et chaque colonne, il y a un élément et cet élément est plus ou moins noir ou blanc. Donc souvent on décide que ce niveau de noir et blanc, ce qu'on appelle le niveau de gris, il est entre 0 et 255. Donc ça va coder un gris plus ou moins foncé. Donc ça c'est pour une image en noir et blanc. Et donc vous voyez, la valeur de chaque pixel, il faut une valeur pour chaque pixel, et un pixel est représenté par un niveau de ligne, par sa ligne et sa colonne. Donc en fait on va coder ça par une matrice, grand M, où grand M crochet I crochet J, ça sera la valeur du pixel à la IM ligne et à la JM colonne. Et puis on a ça pour toutes les lignes et toutes les colonnes, ça me donnera une image de gris. Et qu'est-ce que c'est qu'une image en couleur? Une image en couleur c'est la même chose, sauf que pour coder une couleur, il faut 3 niveaux. Il faut un niveau de rouge, un niveau de vert et un niveau de bleu. Et donc cette fois-ci, eh bien, la valeur du pixel à la IM ligne et à la JM colonne, ce sera une liste de ces 3 nombres-là. Voilà, et donc comme ça on peut coder des images. Donc ce qu'on va faire dans la suite de ce TP, c'est qu'on va prendre des images et on va les transformer en matrices et on va pouvoir travailler avec. Donc on télécharge le fichier qui est sur le cahier de prépa et on va pouvoir l'utiliser dans Python. Alors pour ça il faut utiliser des commandes. Donc on va charger des bibliothèques qui vont nous permettre d'utiliser ces images. Donc on nous donne les commandes parce que les commandes sur les bibliothèques ne sont pas à apprendre d'après le programme de classe préparatoire. Donc la première c'est pyplot pour gérer les images. La deuxième c'est numpy, AZP. Et le troisième c'est Imagio. Imagio c'est ce qu'on va utiliser pour charger les images. Imagio. Donc il faut charger ces 3 commandes là. Et maintenant, on va pouvoir charger les images. Donc on nous dit qu'il faut faire, pour charger une image, img égale image io.imread. Donc ça c'est vraiment des commandes qui ne sont pas à connaître. Le nom de l'image, donc ici on a téléchargé l'image pas.jpg. Voilà, et on vous dit à la fin .toList. Donc ça va transformer ça en une matrice, normalement. Voilà, et donc là, normalement, on va pouvoir l'afficher. Donc normalement, img, si cette commande-là a bien fonctionné, est une matrice. Donc pour tester si c'est une liste, si c'est bien une liste de listes, bien, par exemple, on peut regarder son nom d'élément. On va faire len de img. Donc ça, si on a bien compris ce que c'était, normalement c'est le nombre de lignes. Donc ça nous dit 700 lignes.
Après, je peux regarder le nombre de colonnes. Donc ça, on m'a dit, c'est l'int de img crochet 0. Ça, c'est ce que j'applique avant. Maintenant, ma liste de listes, je l'ai appelée img, puisque ça représente une image. Et donc ça va représenter normalement le nombre de colonnes. Puis après, je peux regarder la valeur d'un pixel. Donc, si je prends à la 3e ligne, 5e colonne, en partant de 0, donc ici, ça serait la 4e ligne et la 6e colonne, et ben, je peux afficher sa valeur, print, et voir ce que ceci donne. Et donc, ça me donne une liste de 3 nombres. C'est normal, hein, c'est la valeur du pixel à la 4e ligne, 6e colonne, en se rappelant qu'on parle de 0, qui a un certain niveau de rouge, 154, un niveau de vert 146 et un niveau de bleu 123. Alors juste si vous êtes sous Piso, quand vous chargez l'image, normalement il faut faire un CTRL-SHIFT-E pour forcer Piso à bien à chercher le dossier dans lequel vous avez mis votre programme Python, et normalement vous avez dû mettre le fichier image, ici pas .jpg, dans le même dossier. Si vous ne faites pas tout ça, il risque de ne pas trouver l'image. Alors maintenant, on va pouvoir afficher l'image un petit peu. Donc comment on va afficher l'image? On vous donne les commandes, évidemment, encore une fois, elles ne sont pas à connaître. Donc déjà, plt.figure, donc déjà, ça va créer une nouvelle figure. Après, on vous dit plt.imshow, donc ça, c'est pour charger l'image. Après, on vous dit plt.title, donc ça, c'est pour mettre un titre. Donc l'avantage, à chaque fois qu'on va afficher une image, on va mettre le titre qui correspond, parce que sinon on ne sait plus ce qu'on affiche. Donc ça c'est l'image originale, pour l'instant on n'y a pas touché. Original. Et à la fin on met plt.show. Ça c'est les commandes qu'on vous donne, et normalement tout ceci doit afficher l'image qu'on a téléchargée. Essayons. Là. Et donc là effectivement on a bien l'image. On a bien l'image, on voit d'ailleurs qu'elle a à peu près 700 lignes, et qu'elle a à peu près 1100 et quelques colonnes. Et c'est exactement ce que nous avait affiché ici tout à l'heure quand on avait affiché le nombre de lignes et le nombre de colonnes. On voit que c'est cohérent, c'est bien que ça soit cohérent. Donc maintenant, img, donc c'est une matrice, c'est-à-dire une ligne, c'est-à-dire une liste de listes. Et d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer en noir et blanc. Donc comment on va faire ça? Donc on nous dit, exercice 2, créer une fonction conversion qui à img va la transformer en noir et blanc. Donc on nous dit de créer une fonction conversion, donc on va la créer comme ça, def conversion nb, donc nb pour noir et blanc, img. Donc c'est important de toujours mettre une documentation, convertir l'image img en noir et blanc. Alors, ici, pour ça, on nous dit qu'il va falloir remplacer img de crochet i, crochet j, donc c'est-à-dire au pixel ij. Donc actuellement, c'est une liste de 3 nombres, puisque ça représente 3 niveaux de couleur, en la moyenne des éléments de cette liste. Et on a la fonction moyenne qu'on peut déjà utiliser. Donc ici, on nous dit que cette fonction doit directement modifier img, et donc il n'y aura pas de return. Alors rappelez-vous, les listes, quand on a une liste comme ça en Python, quand on modifie les éléments de cette liste-là, ça modifie directement la liste img, ce qu'on avait appelé un effet de bord, et donc ici, effectivement, il n'y aura pas besoin de return. Et ça, ce sera vraiment un réflexe que vous devez avoir. Maintenant, quand il y a des listes, posez-vous toujours la question, est-ce qu'on va chercher à modifier une liste déjà existante, ou est-ce qu'on va chercher à en créer une nouvelle, et une fois qu'on aura créé cette nouvelle liste, la renvoyer? Donc ici, on nous dit que c'est une conversion, et donc il n'y aura pas de return. Donc ici, ça vous dit vraiment qu'il n'y aura pas de return. Alors ensuite, ça c'est la première chose, on dit qu'il va falloir transformer img crochet j par sa moyenne. Donc évidemment, on a envie de taper quelque chose comme img crochet i crochet j par sa moyenne. Donc moyenne de img crochet i crochet j. Sauf que ça, si on fait ça, ça n'a aucun sens, parce que cette fonction-là ne sait pas qui est i et qui est j. Et donc il va falloir faire ça pour tous les i et tous les j possibles. Alors i, on se rappelle que c'est un indice de ligne, donc il va varier entre 0 et le nombre de lignes moins 1, et j c'est un indice de colonne, donc il va varier entre 0 et le nombre de colonnes moins 1. Encore une fois, on part à 0. Mais pour ça, déjà, il faudrait savoir quel est le nombre de lignes qu'il y a dans img, quel est le nombre de colonnes qu'il y a dans img. Mais ça, on nous a déjà dit, donc si j'appelle n le nombre de lignes, n égale, on sait que le nombre de lignes, c'est len de img. Donc là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, nombre de lignes dans img.
Et pareil, on va chercher le nombre de colonnes qu'il y a dans IMG, mais ça, on nous avait dit qu'il suffisait de faire len, non pas de IMG, mais dans IMG crochet 0. Donc là, pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour bien représenter ce nombre de colonnes, pardon, dans IMG. Ensuite, donc, du coup, il faut faire parcourir à I et à J toutes les valeurs possibles, parce qu'on ne va pas faire ça seulement pour un seul pixel. Et donc pour ça, on cherche à répéter cette instruction-là pour tous les I possibles et tous les J possibles. Donc I va varier entre 0 et n-1, puisque n c'est le nombre de lignes, et J va varier entre 0 et p-1. Et donc pour ça, on va faire deux boucles for I in range, et bien n. Et rappelez-vous qu'on peut faire des boucles for imbriquées les unes dans les autres, parce qu'ici on veut que I prenne toutes les valeurs possibles, et qu'en même temps J prenne toutes les valeurs possibles. Donc for J in range p. N'oubliez pas les deux points. Et quand on met des choses dans une boucle for, il faut indenter. Et ici, il faut indenter donc du coup 2 fois. Parce que c'est dans la boucle for, pour J, qu'on fait le IMG crochet I crochet J qu'on transforme en sa moyenne. Et ça, normalement, eh bien, normalement, ça finit la fonction. Alors là, il faut bien, avant d'afficher quelque chose, il faut bien comprendre que pour l'instant, cette fonction-là, conversion NB, elle n'a rien converti parce qu'on ne l'a pas exécutée. Là, elle est juste définie, cette fonction, mais maintenant, si je veux vraiment convertir l'image, eh ben, je vais faire conversion NB de IMG. Alors, vous pourriez être tenté de dire, j'écris IMG égale, mais ce serait une faute, parce que écrire IMG égale ça voudrait dire que IMG prendrait la valeur que renvoie la fonction conversion NB IMG. Or, on a dit tout à l'heure que cette fonction-là ne renvoyait rien. Donc ici, faire IMG égale n'a pas vraiment de sens, parce que cette fonction-là ne retourne rien. Donc si vous faites ça, IMG vaudra la valeur none, c'est-à-dire une fonction quand elle n'a rien à renvoyer, et que vous lui demandez quand même la valeur que ça renvoie, bah ça renvoie none pour vous dire aucun. Donc ici c'est conversion NB IMG, et quand on va exécuter ça, eh bien ça va convertir tous les pixels de IMG qui sont actuellement divisés à 3 éléments en juste leur moyenne. Donc on fait ça, on fait exécuter, donc là, voilà, et donc là maintenant on peut réafficher l'image pour voir si ça fait quelque chose. Alors, pour réafficher l'image, on nous avait déjà donné les 4 lignes là, donc il suffit en fait de faire un copier-coller, ça sert à rien de tout taper. Seulement maintenant l'image elle est en noir et blanc. Et donc quand on fait le imshow IMG, on vous dit qu'il faut rajouter l'option cmap égale gray. Donc cmap c'est pour color map, c'est pour dire quel type de coloration on veut. Si on met pas ça, par défaut Python il va prendre une pseudo coloration en couleur, puisque maintenant l'image est en noir et blanc, mais nous maintenant qu'on a une image en noir et blanc, c'est pour l'afficher en noir et blanc. C'est pas pour la recolorer de façon artificielle. Et on peut changer le titre, hein. C'est plus l'image originale, c'est l'image en noir et blanc. Voilà. Et normalement, si on a bien fait notre travail, eh bien, ça va afficher l'image en noir et blanc. Et bah oui, ça l'a bien affiché en noir et blanc. Et le titre est bien cohérent en plus. Voilà, donc ça c'était l'exercice 2. Ensuite, l'exercice 3. Écrire une fonction négative IMG qui a une image IMG va renvoyer une autre image qui est son négatif. Plus précisément, à partir de la matrice nulle et de même taille que IMG, la valeur d'un pixel de cette image sera la différence entre 255 et la valeur du pixel d'origine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand un pixel est très foncé, et ben on va faire 255 moins la valeur de ce pixel et ça donnera un pixel très clair. Et vice versa, si le pixel très clair, en 255 moins la valeur de ce pixel-là, on aura un pixel très foncé. Et il va falloir le faire pour tous les I et tous les J possibles. Donc, c'est parti. Def négatif IMG. Donc, si on veut faire ça pour tous les pixels possibles, eh bien, il va falloir faire for I in range. Donc, I, c'est un indice de ligne, donc il faudrait le nombre de lignes. Ah, mais j'ai pas le nombre de lignes, mais tout à l'heure, j'ai déjà vu des commandes pour récupérer le nombre de lignes. Hein. C'est là. Ça va me donner le nombre de lignes et le nombre de colonnes, donc je peux même déjà faire un copier-coller. Ça peut me permettre de gagner un petit peu de temps. Hop. Donc, là, je récupère le nombre de lignes qu'il y a dans IMG, donc N. Après, J, donc c'est un indice de colonne, donc je vais faire ça pour toutes les colonnes possibles, donc ici P. Comme ça, je prendrai toutes les colonnes entre 0 et P-1. Et donc, ici, je dois faire la différence entre 255 moins la valeur du pixel. Donc, 255 moins IMG, crochet I, crochet J. Mais ça, je dois en faire quoi de ça? Eh bien, on me dit que c'est à partir de la matrice nulle, donc ça sera le coefficient de la matrice nulle à l'indice I et à l'indice J, qui au départ vaut 0. Maintenant, je vais vouloir qu'il faille 255 moins ça.
Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller récupérer la commande pour créer la matrice nulle. Donc pour créer la matrice nulle, elle est ici, donc je peux faire un copier-coller, hop. Donc ça me donnait la matrice nulle. Donc je vais la définir ici, donc ça c'est Z la matrice nulle. Mettons en commentaire Z la matrice nulle, de même taille que la matrice IMG. Et je vais vouloir que ça soit la matrice nulle à la ligne I et à la colonne J qui vaille 255 moins IMG crochet I crochet J. À la fin de ces deux boucles for, j'aurai créé, à partir de la matrice nulle, une matrice dont l'image sera inversée. Attention, ici, on va créer une nouvelle image. Donc à la fin, on a fait un calcul et on a créé Z, et à la fin, Z nous intéresse. Ici, on n'a pas modifié IMG, donc ici, on va retourner Z. Voilà. Attention, ici, réfléchissez bien toujours à ce que vous faites dans votre fonction. Ici, on a créé une nouvelle image qui n'est pas IMG, qui en est une autre. Donc, il faut renvoyer ce résultat. Voilà. Et donc, ici, normalement, si on fait donc négatif de notre image IMG, ça me crée une nouvelle image. Donc là, négatif IMG est une nouvelle image, donc il faut que je donne un nouveau nom pour enregistrer sa valeur là, pour après l'afficher. Donc je peux l'afficher neg pour négatif, et ça va me créer la matrice négative de IMG. On va l'exécuter. Et si je veux... Ah, j'ai une erreur. Pourquoi not of range? Ah oui, ici j'ai mal adapté. Z, je voulais créer la matrice nulle qui avait la même taille que la matrice IMG. Donc ici, évidemment, on a dit que ce 3, en fait, le 3 qui est là, il représente le nombre de colonnes. Donc ici, le nombre de colonnes que je veux, c'est P, et le nombre de lignes, ici, c'est N. Donc évidemment, si je fais des copier-coller mais que je n'adapte pas, ça ne marche pas. Ah, là, visiblement, il n'y a pas de problème. Et donc si je veux afficher tout ça, je vais récupérer les lignes qui me permettent d'afficher la matrice, l'image, et je copie-colle et j'adapte. Donc ici, c'est pas la matrice IMG que je vais afficher, puisque maintenant j'ai créé une nouvelle matrice, c'est neg. Ici, je ne vais pas mettre en noir et blanc, puisqu'en fait, ici, il faut bien que j'adapte le titre, image négatif de l'image originale, de l'image IMG. Et on va exécuter tout ça pour voir si ça fonctionne. Et effectivement, là, on voit bien qu'on a créé le négatif. 4, on nous dit écrire une fonction symétrique qui va retourner l'image symétrique de IMG par un axe vertical qui passe par le centre de l'image. Pour cela, pour un pixel IJ et son pixel symétrique I'J', donner une relation entre I et I' et J et J', puis à lettre de boucle échanger leur valeur. Donc, pour ça, on va commencer par faire un dessin de l'image. Donc, mettons que j'ai une image ici. Donc si j'ai 2 pixels, ici si je prends un pixel, donc ici j'ai l'axe qui passe par le milieu. Ici, mettons que j'ai un pixel ici, et là j'ai son symétrique. Donc ici, ce pixel il a la ligne I et la colonne J, et ce pixel là, il a la ligne I' et J'. Eh bien, il faut que je me dise quelle est la relation qui lie I et I' et J et J'. Donc ici, étant donné qu'ils sont sur la même colonne, la même ligne, pardon, et bien déjà on peut voir que forcément ça c'est symétrique. Donc ils sont sur la même droite horizontale. Donc forcément ils sont à la même ligne. Donc I doit être égal à I'. Alors maintenant pour J c'est un peu plus compliqué. Pour ça ce qu'on peut faire c'est regarder les colonnes des pixels extrêmes. Toujours une bonne idée de regarder les pixels extrêmes. Donc ici si je prends ce pixel qui est là, donc il a la colonne 0. Quel est son pixel qui lui est symétrique? En tout cas, à quelle colonne est-il? Forcément, il a la même ligne, mais il a la colonne P-1. Donc ça, c'est les pixels les plus extrêmes. Après, si je regarde des pixels qui sont un peu plus... le pixel qui a la première colonne, où est son pixel symétrique? Et bien ici, c'est P-2. Et si je regarde encore les pixels d'après, et bien ce sera P-3. Donc vous voyez, à chaque fois que plus l'indice de colonne augmente, ici, plus les colonnes du symétrique vont diminuer. Donc en fait, ici si on fait 0 plus P-1, ça fait P-1.
Si je fais 1 plus P-2, eh bien ça vaut aussi P-1. Et si je fais 2 plus P-3, eh bien ça vaut P-1 aussi. Donc, vous voyez, la somme, la somme entre une colonne et la colonne symétrique vaut toujours P-1. Autrement dit, ça veut dire que J plus J' va être égal à P-1. Voilà. Donc c'est ça la relation qui est attendue. Et évidemment, au milieu, quand ce sont les mêmes colonnes, et ben la somme des deux doit valoir P-. Donc ça va nous permettre de créer la fonction symétrique. Alors comment on va créer la fonction symétrique? Eh bien, on va toujours faire un petit peu comme avant. Donc je vais faire encore une fois des copier-coller. Quand on a des choses qui sont similaires, ne pas hésiter à faire des copier-coller. Et comme ça, on n'a plus qu'à réfléchir un petit peu à ce qui change. Donc, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai pas amené la documentation de ma fonction, c'est mal. Donc il faut bien sûr rajouter la documentation. Donc ici, renvoie l'image IMG, renvoie une image, renvoie le négatif de IMG. Et donc là, il faut pareil que je crée une documentation. Donc ici, il faut que je change un petit peu le nom. Donc on a dit qu'on l'appelait symétrie. Symétrie. Évitons peut-être les noms d'accent. Donc renvoie l'image symétrique de IMG par un axe vertical, par l'axe vertical au milieu qui coupe l'image en deux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, j'ai toujours besoin du nombre de lignes, du nombre de colonnes. Je vais partir de la matrice nulle. Et z de i crochet j, donc la valeur du pixel à la ligne i et j, eh bien, comme j'en fais le symétrique, ça doit être la valeur du pixel IMG au point, non pas ij, mais au point le symétrique de IMG, c'est-à-dire i' et j'. Alors, que valent i' et j'? Eh bien, i', il vaut i, mais que vaut j'? Je vous rappelle, quand j'ai un point ij, j'ai son point symétrique, moi je cherche les valeurs du pixel au symétrique. Eh bien, j', comme on sait que j plus j' vaut P-1, eh bien, je sais que j' vaut P-1 moins j. Donc ici, je peux mettre P-1 moins j. C'est la valeur de j'. Voilà, et donc là, je vais créer une image dont les valeurs de pixels vont s'échanger de part et d'autre, de la droite verticale. Voilà, donc je pense que ça doit être ça. Donc pareil, je vais appeler cette fonction-là, parce que là, cette fonction-là ne fait rien du tout tant que je n'exécute pas. Donc ici, encore une fois, c'est une fonction qui ne crée une nouvelle image. Donc je vais appeler symétrie de IMG, et ça me renvoie une nouvelle image. Il faut que je donne un nom, donc appelons-la sim. Et donc ça va me renvoyer le z calculé. Si je fais ça, ça me calcule le z. Il faut que j'affiche ce que ça me donne, donc pareil, je fais un copier-coller à chaque fois de mes commandes qui font une image. Donc ici, j'adapte, c'est pas neg, c'est mon image, c'est l'image symétrique de l'image IMG, puis maintenant, j'ai plus qu'à afficher. Eh ben oui, ça me donne bien le symétrique, hein. Ça a bien renversé les commandes. Voilà, donc ça marche bien, donc l'exercice 4 a bien fonctionné. Alors, ensuite, l'exercice 5. On nous dit écrire une fonction dessine contour IMG qui va créer une nouvelle image à partir de IMG qui va donner les contours de l'image. Pour cela, on va créer une nouvelle image telle que, et on vous donne une formule. Alors, ça serait peut-être bien de comprendre cette formule. En fait, ce que vous dit cette formule, les contours de l'image, c'est-à-dire vraiment les contours des bords des objets qui forment l'image, en fait, c'est les zones où on passe d'un noir à un blanc, ou vice-versa, d'un blanc à un noir. Et donc, c'est vraiment les zones où il y a la frontière. Et donc, ça veut dire que autour d'un pixel, autour du pixel i et j, eh ben, les valeurs des pixels bougent beaucoup. Donc, si je fais la valeur absolue de IMG plus 1 crochet j, donc si je fais tout ceci, et ben ça va me donner la différence entre le pixel, si on fait un petit dessin
Donc ici, j'ai le pixel ij. Le pixel i plus 1 j, c'est la valeur de ce pixel-là. Donc c'est le pixel i plus 1, donc il est... non, i plus 1, il est à la ligne d'en dessous, pardon. Donc il est à la ligne d'en dessous, mais sur la même colonne que mon pixel ij, moins la valeur du pixel au rang i-1, donc à la ligne i-1, mais à la même colonne, donc j. Donc il va me donner la différence en valeur absolue entre l'intensité entre ces deux pixels-là. Et puis après, il y a un autre terme, plus la valeur du pixel à la ligne i, mais à j plus 1, donc à la colonne d'après, donc ici, et plus, moins img de i, crochet j-1, donc la valeur du pixel qui a la même ligne i, mais à la colonne j-1. Donc si, ici, j'ai dessiné le pixel bleu ij, en fait, la valeur au rang ij de ma nouvelle matrice P, eh bien, ça sera la différence entre la valeur absolue entre les deux pixels rouges et plus les deux pixels verts. Donc, c'est-à-dire que si le pixel rouge en bas est très différent du pixel rouge en haut, et ou que la valeur du pixel vert à droite est très différente de la valeur du pixel vert à gauche, eh bien, ça me donnera une image d'intensité élevée. Et donc, ça mettra en valeur le fait que le pixel ij est quelque part à l'interface entre deux zones. On va essayer ça pour voir si ça marche, cette idée-là. Donc je fais def, donc ici, dessine contour, img. Donc, on va créer une nouvelle image, donc on va toujours utiliser le fait qu'on part de la matrice nulle et donner des valeurs aux valeurs de cette pixel. Donc on va faire ceci, on va faire un petit copier-coller. Hop. Puisqu'en fait il s'agit encore une fois de modifier, de partir de la matrice nulle et de modifier les valeurs pour tous les i et tous les j possibles. Donc on adapte la doctrine, retourne une image qui va représenter le contour de l'image img. Donc ici, alors on dit qu'on l'appelle pas Z, on l'appelle P, donc on peut l'appeler P, ça change pas grand chose. Donc ici P, crochet I, crochet J, égale, et puis il n'y a plus qu'à rentrer la formule qu'on vous donne, hein, égale. Alors il faut savoir faire des valeurs absolues en Python, donc la valeur absolue en Python c'est ABS. Donc ABS de IMG, il n'y a plus qu'à remplacer I plus 1, hop, J, moins IMG de I-1 crochet J, donc ça c'est le premier terme en valeur absolue, plus le deuxième, plus la valeur absolue de IMG crochet I crochet J plus 1, moins IMG de I crochet J moins 1. Ça nous donne une grosse formule, bon, tant pis. Et voilà. Et donc là, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les parenthèses. C'est un petit peu compliqué à suivre, mais normalement non. Et donc normalement, là, ça renvoie, il n'y a plus qu'à faire return P. On renvoie le truc, la matrice nulle, la matrice qui au départ était nulle, et dont après on a modifié la valeur des pixels. Donc il n'y a plus qu'à l'essayer. On exécute ça. Donc là, il faut bien comprendre que quand on a créé une fonction, cette fonction-là pour l'instant ne fait rien du tout. Je vais appeler cette fonction-là, donc dessine contour IMG. Ici, il faut encore une fois comprendre que ça va me renvoyer une nouvelle image. Donc il faut que je stocke cette image-là avant de pouvoir l'afficher. Donc bon, c'est des contours, donc appelons-la contour. Égal, dessine contour. Et puis on va tester. Testons. Et en fait, ça va bugger. Ah oui, ça bug. Alors pourquoi ça bug? Eh bien, regardez. Ici, il y a du IMG plus 1. Donc quand I est sur la dernière ligne, ici I plus 1, c'est l'intensité du pixel rouge qui est en bas sur mon dessin, ici, qui est là. Oui, mais si le pixel IJ que je suis en train de regarder, il est déjà à la dernière ligne, quel sens ça a d'aller regarder la valeur du pixel à la ligne d'en dessous? Et pareil, quand je suis tout à droite, quel est l'intérêt d'aller regarder le pixel qui est encore plus à droite? Ou quand je suis tout à gauche, quel sens ça a d'aller regarder la valeur du pixel qui est plus à gauche? Donc en fait, ici, ce IJ que je suis en train de regarder, en fait, ce que ne m'a pas dit l'exercice, c'est que ça ne peut pas fonctionner quand I vaut 0, ou quand I quand I prend des valeurs trop extrêmes, et pareil pour J. Donc en fait, il va falloir bannir le fait I doit être différent de 0, I doit être différent du nombre de lignes, de la dernière valeur de ligne, mais le nombre de la valeur de ligne, c'est n-1. Et pareil, il va falloir que J ne vaille pas 0,
et il va falloir que J ne vaille pas P-1. P-1 c'est la dernière colonne. Donc en fait ici ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je modifie un petit peu mon range N. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais modifier PIJ seulement pour des lignes qui valent pas 0, donc je vais partir à 1, et qui ne valent pas N-1 mais qui va s'arrêter à N-2, donc je mets un range N-1. Pareil pour P, je pars seulement de la colonne 1 et je m'arrête à la colonne P-2. Autrement dit, je mets un range P-1, comme ça ainsi je m'arrête à P-2. Et si je fais ça, peut-être que là je vais éviter mon erreur. Oui, j'évite les erreurs évidemment, c'est normal. Donc là, il faut toujours faire gaffe en Python quand il y a du I+1, du I-1, etc. Réfléchir un petit peu aux valeurs extrêmes de votre liste pour ne pas avoir des out of range. Si vous ne réfléchissez pas, vous aurez une erreur et il faudra y réfléchir après. Bon, et je vais afficher l'image. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire ceci et à faire le copier-coller. Encore une fois, sim, c'est le nom de l'image que je vais afficher. Ici, elle s'appelle contour. J'adapte le titre. Contour de l'image IMG. Et ici, voilà, ça m'a fait les contours. Alors, les contours sont en blanc avec une image en fond noir. On aurait pu, en fait, on aurait aimé l'inverse. On aurait aimé une image blanche avec les contours en noir. Bon, bah, du coup, ça tombe bien, j'ai la fonction symétrique si je veux faire ça, donc j'ai plus qu'à faire symétrie de ça. Alors, là, en fait, je peux faire symétrie de l'image dont je viens d'obtenir les contours. Symétrie des contours. Ah non, pas symétrie, pardon. C'est le négatif. Je transformer le blanc en noir et le blanc en noir et le noir en blanc. Donc c'est pas le symétrique, évidemment, c'est le négatif. Les mots se confondent. Et voilà. Et là, ça m'a fait les contours. Donc l'image apparaît en blanc. Et à chaque fois qu'on est passé sur une frontière d'une couleur à une autre, ça m'a fait un peu de noir. Et donc là, je vois vraiment les contours des différents objets de l'image apparaître. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie du TP. Vous trouverez évidemment la correction de la fin du TP sur Cahier de prépa. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser pour pouvoir progresser.